Pirates de Port Borgo, parlons Star Wars. Les amis, je suis ravi de vous retrouver après cet épisode 3 de Skeleton Crew qui est arrivé sur nos écrans sur Disney+ mercredi dernier. On va revenir ensemble en détail sur cet épisode pour que je puisse vous donner mon avis en m'appuyant sur les points positifs et les points négatifs que j'ai pu déceler. Je m'appuierai donc là-dessus pour vous donner mon avis global. On ira ensuite faire un tour du côté des théories, idées, questions qu'on peut se poser pour la suite de la série et le reste des épisodes. Et on finira avec la fameuse échelle du Jar Jar pour que je puisse vous donner la note que je donne à l'épisode. Les amis, mon avis sur l'épisode 3 de Skeleton Crew, c'est parti. Il y avait un peu de tout dans cet épisode, mais sincèrement, ce que je vais retenir le plus, c'est quand même que c'était un épisode tourné vers l'action. On a deux scènes absolument magnifiques, aussi bien visuellement que dans le rythme, dans le fait que les événements qui s'y passent sont haletants, bien accompagnés par une musique. Bref, c'était assez complet. On a tout d'abord la fuite de Port Borgo. Alors Port Borgo, déjà, je trouve l'environnement absolument magnifique. Visuellement, les effets spéciaux sont vraiment mais super bien fait. Le rythme est haletant, on a Jodna Nawood qui se fait poursuivre dans la petite navette pilotée par un tic. Il se fait tirer dessus, il faut vite lancer le décollage. On voit ensuite qu'il est retenu par le câble, qui met un bazar pas possible dans les vaisseaux qui sont tous plus ou moins reliés entre eux. Donc on a toujours cet esprit pirate avec, on dirait que c'est des ancres qui s'en mêlent les unes aux autres et qui justement ne permet pas au bateau, et donc en l'occurrence là au vaisseau, de partir. La musique qui accompagne ça est vraiment géniale, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris dans le truc, on se doute bien entendu qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais néanmoins on a quand même le stress qui monte et je trouve ça super bien fait. D'autant plus quand le canon se tourne lentement vers le vaisseau pour essayer de le détruire, là on sent vraiment la tension. Et j'aime bien les interactions qui commencent à se passer entre les personnages, où dans le cockpit, Jodna demande à Wim de piloter le vaisseau pendant que lui est en train de régler un petit peu les coordonnées pour passer en vitesse lumière. Ensuite, il passe en vitesse lumière et on voit le timing. Ils arrivent à partir et à décrocher le câble au moment où le tir de blaster est parti. Ils arrivent à l'éviter de justesse. Bref, le rythme parfait, la musique parfaite. Visuellement, c'était très beau. Superbe entrée en matière. Et l'autre scène marquante, c'est la scène de fuite, encore une scène de fuite, mais cette fois-ci, ils veulent s'échapper de la Lune, où on découvre le personnage de Kim. Ils sont pourchassés par des X-Wing de la Nouvelle République, qui pour eux, comme leur fait croire Jodna, sont des mercenaires à la solde de Kim et qui leur veut véritablement du mal. Et là c'est pareil en termes visuels, en termes de musique, en termes de rythme, etc. C'est absolument parfait. Les animations du vaisseau qui est en train de zigzaguer pour éviter les tirs de blaster ou de canon à ion des X-Wing, c'est magnifiquement bien fait. Regardez un petit peu les détails, mais vous voyez les petits réacteurs qui bougent un tout petit peu pour véritablement marquer le fait qu'on navigue et qu'on essaye de piloter ce vaisseau. Vaisseau piloté d'ailleurs par Nils, qui m'a bien fait rire. Vous ajoutez à ça la scène des tourelles qui fait clairement écho à l'épisode 4. C'est vraiment le fantasme de nous tous, je pense, quand on était plus jeunes, avec cette scène des tourelles où vraiment c'était un jeu vidéo, quoi. Je me souviens d'ailleurs d'un jeu vidéo quand j'étais plus petit où il y avait justement une mission où on était sur des tourelles du Faucon Millenium ou un autre vaisseau qui y ressemblait. Et je me souviens, mais vraiment faire cette mission en boucle parce que c'est tellement jouissif. Et là, on ressent le plaisir, on voit tout de suite le sourire. Mais vraiment, ils ont dû avoir ça, mais sur le plateau, le réalisateur, la personne qui a écrit ça, etc., elle s'est dit, mais vraiment, c'est ça que je veux faire. C'est sûrement, ça fait écho à mes souvenirs. Quand on voit le personnage de Wim qui est là avec un grand sourire pour justement aller dans cette tourelle, c'est clairement nous. Et je pense que la personne qui a vraiment fait cette série, c'est vraiment le plaisir et l'envie qui avait pu naître à l'époque de la découverte de l'épisode 4 et de cette fameuse scène des tourelles. Là, clairement, on est dedans, on voit l'émerveillement de Wim et on se dit tous, si on était à sa place, c'est exactement ce qu'on aurait comme réaction. Donc non, je trouve que c'est parfaitement retranscrit et voilà, j'ai vécu ça pleinement à 100% et c'était parfait, j'étais pleinement dans la scène. Et on finit en apothéose avec la manœuvre du vaisseau qui projette de la poussière lunaire sur les X-Wing, ce qui fait qu'ils sont complètement aveugles. Il y a encore une fois une complicité qui naît entre les personnages et notamment entre le personnage de KB et le personnage de Jodna, où elle a rentré les coordonnées, ils peuvent passer en vitesse lumière. J'aime bien ce travail d'équipe un petit peu entre les deux, pilote, copilote. On sent que ça va être vraiment ça, la dynamique qui va être instaurée. Donc non, c'est parfait. KB qui lui dit on est prêt.
lui qui fait une belle manœuvre, encore une fois magnifique en image, et puis ils partent en hyperespace. C'était encore une fois parfait. Donc en termes d'action, c'est vraiment très réussi, et visuellement, écoutez, sincèrement, n'ayons pas peur des mots, je trouve que c'est pour le moment la plus belle série Star Wars. En termes d'effets visuels, ce qu'on a à l'écran, pour moi, il n'y a pas plus beau. En termes de vaisseau, mais même en termes de DA, j'aime beaucoup la direction artistique de cette série et le design par exemple du vaisseau qu'ils ont. Et sincèrement, on va commencer à l'avoir en tête et ça, je trouve ça bien. Je trouve que c'est tout de suite ça marque dans Star Wars quand on se rappelle d'un vaisseau comme par exemple le vaisseau de Mandalorian, le Razor Crest. Et là, je pense qu'avec encore un peu d'épisodes, on va l'avoir aussi en tête et on va tout de suite le reconnaître. Ça va devenir encore un vaisseau iconique et ça, j'adore. J'espère que cette constance va arriver bien entendu jusqu'à l'épisode 8. On aurait vraiment, malgré le fait qu'il y aurait des réalisateurs différents, on aurait une unicité sur la qualité au moins visuelle de la série. Je les attends un petit peu au tournant sur ce point-là. Donc j'ai hâte, en fin de série, dans notre avis ultime, de vous dire, écoutez, visuellement, c'était propre du premier au dernier épisode. Ça, j'ai hâte de pouvoir vous le dire. Autre point que j'ai vraiment adoré, c'est encore une fois le lore qui est étendu, qui s'agrandit, mais de façon intelligente et hyper intéressante, avec des mystères vraiment qui nous donnent envie d'avoir les réponses tout de suite, de creuser, de chercher. C'est vraiment, on se dit pas Osef quoi. Je veux pas revenir, encore une fois, je vous l'ai dit, sur des séries précédentes. Mais là, le coup des joyaux de l'ancienne République, mais ça me hype de fou, cette histoire-là. Sur le parchemin que déploie Kim, on peut observer 9 planètes. Elle nous indique que les planètes ont été intentionnellement cachées, mais ont toutes été détruites il y a longtemps, sauf At-Atin. Donc il n'y a qu'une planète parmi ces 9 qui est encore là. Comment ont été détruits les autres? Est-ce que c'est dû à l'étoile de la mort, par exemple? On pensait qu'il y avait que Alderaan qui avait été détruite. On sait, grâce à Rogue One, qu'il y avait eu Jedha City également, mais est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autres planètes de détruites? Ou alors cette destruction est arrivée bien avant l'étoile de la mort et l'Empire, par exemple? Ça pourrait être intéressant à creuser. Petit détail aussi, toujours dans ce lore un petit peu, les X-Wing modifiés en fin d'épisode, avec les volets inférieurs qui sont équipés de canons ioniques, et ils les utilisent justement pour ne pas blesser les enfants, c'est ce qui est dit en fin d'épisode. Donc ça, c'est des petits détails aussi, mais que je trouve super intelligents et qui enrichit encore une fois le lore. Là, cette fois-ci, on a un vaisseau mythique, un chasseur mythique qui est le X-Wing, modifié, donc avec les tirs de blaster en haut et les canons ioniques en bas. Très intéressant. Et je voudrais revenir aussi sur un point que je trouve essentiel quand même sur cette série. J'ai l'impression ce qui se dégage, c'est quand même beaucoup d'humour. Mais de l'humour bien dosé. Attention, Star Wars, il y a de l'humour dans Star Wars. Oui, c'est sûr. Après, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai pas envie qu'on bascule sur de l'humour à la Marvel un petit peu. J'ai envie qu'on reste dans les traits d'humour un peu à la Star Wars, qu'on peut trouver dans la trilogie originale, notamment avec Han Solo, ou même dans la prélogie avec C3PO, ou même Obi-Wan parfois, qui peuvent faire des petites blagues. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça marche vraiment super bien. On a la scène notamment où Jodna découvre le vaisseau en essayant de s'échapper de Port Borgo et qui voit l'épave que c'est qui est encore en train de fumer. On voit sa tête. Arrêtez, ça peut pas être pire que... Me dites pas que c'est ça. Je trouve que ça marche parfaitement, c'est-à-dire que Jude Law le joue super bien et nous, ça nous fait vraiment rire. C'est parfait. On a le petit clin d'œil avec le droïde de combat séparatiste. On a gagné, on a gagné. C'était aussi parfait, c'est bien dosé, ça dure pas longtemps, c'est pas trop, c'est pas exagéré, c'est des petites doses, à petite dose et c'est parfait. On a aussi Jodna qui demande à Neil de piloter le vaisseau. Neil, je veux que tu prennes les commandes et que tu évites leurs tirs. Neil sérieusement? Je sais pas piloter un vaisseau. Prends le manche, tu bouges un peu dans tous les sens pour esquiver. Ça c'est magnifique quand on voit la peur qu'il peut y avoir, même les autres autour qui disent Neil, vraiment, c'est genre le dernier choix possible pour piloter le vaisseau et c'est lui qui désigne. C'était encore une fois parfait, ça m'a fait beaucoup rire, ça marche super bien. Toutes ces petites répliques-là sont parfaites et bien dosées. Et on a pour moi la scène qui marche le mieux en termes d'humour. C'est à mon avis ce qu'on va retrouver tout au long de la série, mais la dynamique entre Jodna et SM-33. Je suis certain qu'ils viennent de quelque part. Oui. Oh que oui.
Cette scène m'a vraiment plié de rire. Je pense que vous pouvez le voir dans ma vidéo réaction. Et en plus de ça, cette scène marche vraiment bien en VF. Ça me permet de parler un petit peu de la VF par rapport à la VO. Vous le savez si vous regardez mes vidéos réaction. Je regarde en VF. Je suis pas engagé dans quel camp que ce soit. J'aime la VO, j'aime la VF. Mais le fait est que j'ai regardé aussi cette scène en anglais. Et le travail du doublage ici est encore plus drôle, amène encore plus de comédie, je trouve, et un esprit plus pirate encore à SM33. On peut donc rendre hommage au doubleur ici qui, selon moi, fait le meilleur boulot sur la série. Celui de SM33, c'est monsieur David Kruger qui double entre autres Dwayne Johnson, The Rock, et... très bel accent, vous avez vu. Et également, entre autres, Chris Pratt, donc des Gardiens de la Galaxie. Donc toute cette ambiance pirate, bien entendu, on se croirait vraiment à Disneyland au bateau pirate, quoi, quand il s'échappe de la prison grotte un petit peu qu'il y a en dessous du spatioport de Borgo. Bon bah là, clairement, on est dans la file d'attente du bateau pirate à Disney. Toutes ces scènes sont accompagnées par une musique qui se révèle de plus en plus. C'est par petites doses depuis l'épisode 1 jusqu'à cet épisode 3 où là je trouve qu'on a vraiment beaucoup de musique dans cet épisode qui accompagne toutes les scènes d'action. C'est quasi un sans faute. On retrouve vraiment l'esprit des aventures des années 90. La patte John Williams, elle est clairement une inspiration plus que flagrante. On sent qu'on a voulu aller dans cette direction-là. Et on le ressent parfaitement, c'est vraiment l'esprit qui se dégage. Je pense notamment à la scène où il quitte le personnage de Kim et qu'on voit KB sortir et découvrir les X-Wing. Toute cette musique qui accompagne cette scène, bah, je la trouve parfaite. J'ai l'impression vraiment d'être dans E.T. ou voilà, où ça court. Et c'est vraiment la recette des blockbusters des années 90. C'est génial. Donc encore une fois, coup de chapeau à Mick Giacchino et j'espère qu'on va avoir des thèmes vraiment majeurs. Alors déjà, les petits thèmes de début et de fin, c'est-à-dire en générique de fin et aussi sur l'écran titre, j'adore, ça y est, ça m'est resté en tête. Mais j'espère qu'on va peut-être avoir un thème, peut-être pour un personnage, le personnage de Wim ou celui de Jodna, ou même de Fern par exemple, qui pourrait être vraiment super bien à développer sur les épisodes restants. Et un final assez épique avec des musiques qui en imposent dans cet épisode 8. Ça serait génial. Passons peut-être aux quelques points négatifs que j'ai trouvés, mais vraiment c'est histoire de pinailler les amis, je vous le dis, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode encore une fois. Je reviens sur un tout petit détail qui est pour moi un manque de subtilité évident dans le choix du nom de pirate, un peu une des identités sûrement du personnage de Jodna qui est Crimson Jack. Alors effectivement c'est dans Star Wars, c'est dans le lore de Star Wars, c'était le nom d'un personnage de pirate dans l'univers Star Wars qui est sorti en BD dans les collections Marvel en 77, donc ça remonte, c'est revenu ensuite sur des BD un peu plus récentes, donc oui le personnage existe, ça s'est inspiré de ça, d'un personnage Legend, néanmoins quand on a Kim qui en rajoute en disant alors Jack, etc. et qu'il l'appelle Jack, même pas Crimson ou quoi, ça fait clairement référence à Jack Sparrow. Et je trouve que voilà, c'est un peu grossier quand même comme clin d'œil. Vous l'avez, pirate, Jack, etc. Je trouve qu'en fait la série est tellement bien faite et bien articulée autour de ce thème, que ce soit la musique ou même la direction artistique, ce qu'on voit dans les effets visuels, c'est parfait pour évoquer la piraterie. Il n'y avait pas besoin de ramener cet esprit-là. Jack, c'est peut-être le truc un petit peu de trop, mais encore une fois, on pinaille, c'est qu'un nom. Et histoire de pinailler encore, je trouve que les dialogues sont un poil faibles. Alors on sent que c'est pas ça l'intérêt de la série, c'est destiné à un public jeune, donc je pense que c'est des phrases assez succinctes, je pense que c'est pour gagner en efficacité et pour gagner en rythme, bien entendu, et de l'autre côté, c'est destiné à un public plus jeune, donc forcément, on va pas faire des tirades d'1 heure, c'est une certitude, mais je trouve que bon, voilà, c'est pas exceptionnel. Si on peut dire quelque chose un petit peu de négatif, ce serait peut-être ça. Mais encore une fois, c'est du détail et on s'arrête déjà là pour les points négatifs. C'est pour vous dire à quel point, pour moi, il y en a quasi pas sur cet épisode. Donc pour vous résumer mon avis, eh ben c'était quasi parfait les amis cet épisode 3, à part qu'encore une fois, tu veux 20 minutes de plus, t'es frustré de la fin, t'as qu'une envie, c'est de continuer l'aventure avec eux. Mais bon, c'est justement ce qui prouve que c'était un bon épisode. Je me suis jamais ennuyé, l'épisode il est passé à la vitesse de la lumière, même peut-être encore plus rapidement que l'épisode 2, alors qu'au final, cet épisode est un petit peu plus long que l'épisode 2 en termes de durée. Mais vraiment ce que je vais retenir de cet épisode 3, c'est que l'équilibre il est parfait. Entre l'action, l'extension du lore et ce qu'on peut apprendre, les mystères qui vont se développer dans cet épisode,
et de l'autre côté l'humour qu'il y a pour ajouter un petit peu de touche de complicité entre les personnages, mais également le fait que nous on s'ennuie pas sur les temps un peu plus faibles, etc. de l'épisode, l'équilibre il est parfait. Et je le trouve en termes de rythme, en termes de tout, je trouve que c'est parfait. Donc je vais pas m'étendre plus sur mon avis, j'ai juste hâte quelque part d'arriver à l'épisode 8 et de vous confirmer tout ce que je vous ai dit sur ces 3 premiers épisodes. Je suis assez dithyrambique là sur ce début de série. J'espère vraiment ne pas être déçu en fin de saison. Passons maintenant aux théories ou idées ou questions qu'on pourrait se poser pour les prochains épisodes. Bon, clairement, on en a 2 qui se détachent, mais ça depuis le premier épisode, c'est ce que je vous ai dit dans ma première vidéo avis. On a donc bien entendu l'identité et le passé du personnage de Jude Law, Jodna Nawood, et également le mystère qui entoure la planète Atatine et le fait qu'elle soit complètement cachée. Commençons d'abord par le personnage de Jodna, qui clairement inspire quand même peu confiance avec au moins 2 identités, donc Jodna Nawood et Crimson Jack, avec le personnage de Kim qui explique que c'est un brigand, un escroc, qu'il faut pas que les enfants lui fassent confiance. Et clairement, il a déjà menti sur son identité, ou en tout cas, les enfants ne peuvent pas être sûrs que l'identité qu'il leur a donnée au départ avec ce nom de Jodna Nawood est le bon. Et nous, on sait qu'il ment au moins une fois quand il désigne les X-Wing de la Nouvelle République comme des mercenaires et les mercenaires de Kim. Donc, est-ce que ça va être un méchant? Est-ce que ça va être un gentil? Bon, on suppose, vu la vibe de la série, qu'au final, ça sera un personnage gentil. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un retournement de situation et qu'il soit vraiment méchant à la fin de saison? Il y aurait une petite déception selon moi. Donc, je pars du principe que ça va être un gentil. Un gentil, mais avec un profil à la Hondo Ohnaka, quoi. Un escroc, mais gentil quand même, au final, qui va aider les protagonistes et les vrais gentils. Je pense que ça va être ça. Maintenant, était-il un Jedi ou non? On n'a toujours pas la réponse. C'est-à-dire que quand Wim lui dit « Mais vous êtes un Jedi ?» Non, lui répond « J'ai jamais dit que je l'étais. » Donc est-ce qu'il dit la vérité ou non? En tout cas, il dit qu'il est comme eux, tout seul et perdu. Et si c'était un Jedi? Comme je posais la question dans ma vidéo avis sur les 2 premiers épisodes, est-ce que ça peut être un Jedi qui a connu l'ordre du temps de la prélogie avant l'ordre 66? Quand on fait un petit peu les calculs, on a Jude Law qui a 50 ans à peu près. Si on se dit qu'il interprète un personnage d'une 40aine d'années, ça ferait, étant donné le fait que Skeleton Crew se passe 9 ans après la bataille de Yavin et que l'ordre 66 se passe 19 ans avant les événements de la bataille de Yavin, et du coup ça amènerait le personnage de Jude Law aux alentours de 15-16 ans. Ce qui fait qu'on pourrait clairement avoir un Padawan qui a réussi à s'extraire de l'ordre 66 ou qui a survécu tout simplement à l'ordre 66 et qui ensuite s'est caché, s'est réfugié avec les pirates peut-être, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de creuser un petit peu justement ce passé-là, ou tout simplement c'est un utilisateur de la Force qui n'a pas véritablement reçu d'éducation de Jedi et qui n'a pas connu le temple par exemple de Coruscant. Ça pourrait être sympa aussi. Franchement, les 2 options sont sur la table et j'espère qu'on aura quelques éléments de réponse, peut-être pas tout, mais en tout cas quelques éléments de réponse avant la fin de la série. Néanmoins, le fait qu'il se méfie des chasseurs de la Nouvelle République et donc des X-Wing, qu'il les traite de mercenaires, etc., lui, on suppose, c'est pas sûr, mais on suppose qu'il sait véritablement l'identité de ces X-Wing, il doit savoir que c'est la République, et du coup, l'explication que ce serait un Padawan qui a survécu à l'ordre 66, ça fait qu'il pourrait se méfier de la République. Je trouve que ça serait intéressant parce que quelque part, c'est la République en fait qui a trahi les Jedi pour eux au moment de l'ordre 66. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent à les fuir et qu'ils veulent pas rentrer en contact avec eux. C'est une explication comme une autre, on verra ça vraiment au fil des épisodes. Et parlons maintenant du mystère autour de la planète At-Atin parce que maintenant on commence à avoir des éléments de réponse qui se dessinent. Ça confirme effectivement ce qu'on pensait, ils vivent un petit peu en autarcie du reste de la galaxie. Au moins depuis la bataille de Yavin, parce qu'ils ne savent toujours pas qu'Alderaan n'existe plus. C'est ce que les enfants disent à Kim en expliquant qu'ils ont entendu parler de 2 planètes, Coruscant et Alderaan. Et de l'autre côté, Kim leur dit « mais vous n'avez jamais entendu parler de la guerre ?» Et eux, ils ne savent même pas qu'il y a eu une guerre. Donc oui, ça confirmerait le fait qu'ils se soient un petit peu retirés et mis à l'écart de la galaxie avant la bataille de Yavin, parce qu'ils ne connaissent pas la guerre entre les rebelles et l'Empire, mais est-ce que ça voudrait aussi potentiellement dire qu'ils n'ont pas connu la guerre entre les séparatistes et la République? Ce qui fait que leur éloignement de tous ces événements-là serait peut-être même avant la prélo. Ça serait intéressant.
Mais quand on regarde une nouvelle fois les crédits, parce qu'on les voit encore sur cet épisode, on voit quand même le logo, il me semble, de la République Galactique. Donc est-ce que c'est au moment de la prélo que At-Atin s'est mis à l'écart du reste de la galaxie, ou est-ce que c'est bien avant? Étant donné que Kim nous parle d'une légende, etc., ça peut dire qu'il y a du temps qui s'est passé, et donc est-ce que 30 ans, c'est suffisant pour créer une légende? Je crois pas. Donc peut-être que ça se passe vraiment avant l'épisode 1, entre la période de la Haute République et peut-être celle de la République Galactique. Et un indice qui va dans ce sens, c'est le badge de première de la classe de Fern que Kim remarque et où elle indique qu'elle observe des chiffres palmariens sur des artefacts de l'ancienne République ou proto-république en VO. Donc j'ai fait mes petites recherches sincèrement sur chiffres palmariens, j'ai rien trouvé, donc ça doit être encore quelque chose peut-être qu'ils vont développer, peut-être un nouveau truc qu'ils vont développer dans le lore, ça serait très intéressant, et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose issu de l'univers Legends. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que pour le moment, moi j'ai rien trouvé. J'essaye d'être très prudent avec les recherches, j'aime pas aller voir des théories à droite à gauche, je regarde très peu de vidéos d'autres youtubeurs, de théories, etc., que ce soit français ou américain. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des connaissances par vous-même en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Par contre, sincèrement, vu que je le fais pas, n'allez pas lire pour moi des théories, etc. et me les retranscrire par commentaire. Je préfère avoir le plaisir de la découverte, les amis. Par contre, si vous avez des intuitions, etc., ou que vous savez totalement des choses beaucoup plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, ça m'intéresse. Et donc, on a une autre question. Qui a caché intentionnellement cette planète? Est-ce que c'est le superviseur? Il parle du superviseur quand en tant que chef plus ou moins de la planète. Donc est-ce que ça pourrait être une personne, par exemple, qui a... Si on est dans l'hypothèse que ce soit au moment de la prélogie, que c'est retirer la planète At-Atin du reste un petit peu de la galaxie, c'est quelqu'un qui donc a peut-être des liens avec un personnage qu'on connaît de la saga, ça nous ramènerait et ça créerait une connexion justement peut-être à la prélo. Je pense à des personnages politiques comme Mon Mothma, Bail Organa, pourquoi pas Padmé Amidala aussi. En tout cas, si c'est à cette période-là, ça serait selon moi judicieux de le tourner comme ça. Et il y a un point où je suis vraiment sans réponse, sans idée, donc dites-moi vous en commentaire, mais c'est sur le grand œuvre. Donc c'est The Great Work en anglais, et donc le grand travail, voilà, les grands travaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça va être super intéressant aussi à voir. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? C'est-à-dire que la planète était cachée pour servir, je sais pas, peut-être que c'était Palpatine en fait qui avait tout prévu et qui voulait justement des ressources un petit peu cachées en vue, pourquoi pas, d'une connexion avec la postlogie et du dernier ordre ou du premier ordre, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc ok, cette planète, ça a l'air d'être un petit paradis, mais mine de rien, on a des droïdes qui font la police, qui pourraient vraiment, tu sens que ça peut switcher à tout moment, où les gens pourraient être vraiment sous le contrôle d'une puissance qui régit justement ces droïdes-là. Est-ce que ça pourrait être vraiment négatif et on est un switch et un retournement de situation? Ça pourrait être super intéressant. Ou est-ce que c'était dans un but plus noble, comme je vous l'ai expliqué précédemment, que cette planète était cachée? Vraiment, ça, j'ai hâte de découvrir. Et on sent que le mystère commence à titiller les enfants, où justement, ils sont en train de se poser la question, et c'est Neil qui pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font vos parents? Oui, ils sont analystes, mais ils analysent quoi, etc. C'est en rapport avec l'argent et les crédits. Bref, ils sont comme nous, on est comme eux, et je trouve que c'est super, bien fait ça. On est clairement dans l'histoire avec eux. Et donc effectivement, At-Atin, ça a l'air d'être une planète, mais avec un trésor incommensurable. C'est-à-dire si on a tous les crédits de l'ancienne République ou de la République Galactique qui sont stockés là-bas, c'est sûr que ça va être la proie de tous les chasseurs de primes et même du pouvoir politique justement qui va vouloir s'emparer de ça. Donc que ce soit la Nouvelle République ou que ce soit les forces un peu plus obscures qui conduiront au retour de l'Empire ou tout du moins du Premier Ordre. Et donc ça fait une connexion avec la saga, mais hyper intéressante et mystérieuse. Vous l'avez donc compris, j'ai adoré cet épisode 3 et on va finir avec ma note sur la fameuse échelle du Jar Jar. Et j'ai décidé de mettre à cet épisode 3 la note de 4 sur 5. C'était parfait, donc normalement un perfect c'est un 5 sur 5. Néanmoins le fait que on soit pas sur des enjeux non plus cruciaux sur la saga, c'est-à-dire qu'on voit pas des personnages comme Obi-Wan, comme Anakin, etc. J'ai plutôt envie malgré tout de laisser des 5 sur 5 comme des moments exceptionnels et pas de mettre des 5 sur 5 à tout va. Techniquement, pour moi, ça valait un 5 sur 5, mais j'ai envie de faire... on est sur l'échelle du Jar Jar, quoi, un peu de sérieux, un petit moment. Et donc du coup, la saga prend quand même le pas sur le côté technique
Et donc, on va mettre plutôt 4 sur 5 parce qu'il ne se passe pas non plus quelque chose d'absolument magnifique. Mais encore une fois, techniquement, pour moi, c'était parfait. Voilà les amis pour mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'on puisse en débattre. Je sais que la série n'est pas un carton. En France, en tout cas, les chiffres sont pas dingues. Même autour de moi, il y a beaucoup de monde qui n'a pas encore regardé la série, qui est pas à jour sur les épisodes, etc., etc. Mais pour moi, clairement, bon, si vous êtes là, c'est qu'à mon avis, vous avez vu les épisodes, bien entendu, mais il passe à côté de quelque chose. Sincèrement, c'est le Star Wars qu'on aimait dans notre enfance. Donc, si on aime retomber un petit peu en enfance, Skeleton Crew, c'est un must-see absolu. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, les amis, rejoignez-nous dans Parlons Star Wars. Abonnez-vous à la chaîne, ça me donne beaucoup de force. Et pour que la vidéo soit un peu plus visible et qu'on soit de plus en plus nombreux à débattre, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça lui donne de la visibilité. On se retrouve donc mercredi prochain pour ma vidéo réaction à l'épisode 4 et vendredi prochain pour ma vidéo avis sur cet épisode 4. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous, moussaillons. Ciao! J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.